Nous passons à l'Union française pour continuer la lecture de l'Afrique occidentale française, le livre par excellence que le Seigneur nous a donné cette semaine, écrit par J. Richard Mollard. L'Afrique occidentale française. Ici, nous avons une belle lecture préfacée par Théodore Monod, correspondant de l'Institut, professeur au Musée national d'histoire naturelle, directeur de l'Institut français d'Afrique noire. Il a préfacé le 1er août 1948 et je vais lire avec vous pour découvrir qu'est-ce qu'il nous dit. Combien de fois par an ne vient-on pas dans mon bureau de l'Institut d'Afrique à Dakar me demander que lire comme introduction générale pour m'initier à la connaissance de l'AOF, Afrique occidentale française, pour me préparer à y travailler plus utilement, pour y faire plus efficacement ma besogne d'homme, ou simplement pour satisfaire ma curiosité de nouveau venu sur le pays où désormais je vais vivre. C'est une question qui lui revient toujours. Et il dit, et mon embarras chaque fois renaissait devant le colon, l'officier, le missionnaire, le pédagogue ou le technicien, avec le nécessaire aveu de notre insuffisant outillage documentaire. Il y a bien une foule de travaux spéciaux et très dispersés, inutiles aux débutants et souvent vieillis. Quelques manuels d'ensemble sur l'Afrique ou sur l'Afrique noire et même quelques livres sur l'Afrique occidentale française, AOF, insistant sur certains aspects du pays, son histoire, son administration, ses productions, ses populations, tous plus ou moins tributaires d'une sorte d'orthodoxie régionale qui domine les manuels depuis une quarantaine d'années à son époque, quand il a écrit. Et qu'il s'agisse du climat, de la végétation ou des hommes, du point, on innove plus, on répète. On n'innove plus, on répète. Livres consciencieux souvent, mais qui n'ont pu tenir compte d'une foule d'acquisitions récentes de la science et qui tous manquent de ce magnifique et difficile esprit de synthèse caractérisant le véritable géographe. Ce dernier seul est pleinement capable de réunir en un unique faisceau, d'embrasser d'un même regard Ce dernier seul est pleinement capable de réunir en un unique faisceau, d'embrasser d'un même regard la riche complexité du réel. Là où le biologiste, le géologue,
l'économiste ou le sociologue n'atteignent chacun que les vérités partielles, locales, fragmentaires, et doivent se borner à tailler de leur mieux les éléments individuels de la mosaïque. Le géographe, lui, et c'est son rôle à la fois aventureux et nécessaire, doit retrouver et montrer le dessin d'ensemble. Synthèse appuyée bien entendu pour être l'adéquate traduction de l'état de nos connaissances à un moment déterminé du temps sur une information énorme, laborieusement accumulée et bien loin d'être simplement résumée comme le serait une compilation absorbée, méditée, digérée, repensée et traduite sous les aspects souvent neufs et personnels par le géographe. À la ligne. Que l'on prenne par exemple les chapitres de ce livre consacré au climat, au milieu naturel, aux groupes humains, à la vie économique et urbaine et aux problèmes de l'évolution sociale. Partout, on découvrira bien mieux qu'un anodin, inoffensif et scolaire compendium. L'opinion mûrie d'un homme et d'un savant sachant dire de tels problèmes ce qu'il en pense, lui, sans prétendre, certes, car plus l'on sait moins, l'on affirme. Énoncer des vérités définitives, mais poser des jalons, découvrir des points de vue, clarifier, déblayer, éclairer, expliquer, ouvrir à travers l'enchevêchement des faits les sentiers que d'autres élargiront en avenue. Ajouterai-je que l'agrément de la forme, ce constant souci d'harmonie et d'élégance ne sont pas des qualités secondaires pour un ouvrage qui trouvera, on peut en être assuré, de très nouveaux lecteurs. L'auteur est chef de la section de géographie de l'Institut français d'Afrique noire. Il faut lui savoir gré d'être parvenu, malgré les exigences d'une activité multiforme et dévoratrice, à rédiger pour le public de plus en plus vaste, d'Africains comme d'Européens, qui l'attendaient, cette sorte de panorama à la fois solide dans son information et plaisant dans sa forme. N'eut-il au cours de son premier séjour à l'Institut d'Afrique produit que cet ouvrage, ce qui n'est pas et de loin le cas, qu'il n'aurait, ses lecteurs reconnaissant l'admettront, pas précisément perdu son temps. Il aura, en tous les cas, rendu un fameux service à tous ceux qui sauront à l'avenir que répondre à la question évoquée plus haut. Oui, il existe désormais un ouvrage d'ensemble sur l'Afrique occidentale française, signé Théodore Monod, le 1er août 1948. Maintenant, l'avant-propos va nous aider à comprendre l'immensité de l'Afrique
occidentale française. Ici, c'est J.R.M. Alors, c'est ce qui me dérange avec certains écrivains. Ils mettent les initiales. Nous devons connaître le nom. Nous allons le découvrir, quels que soient les cas. Je cite donc maintenant l'avant-propos de ce livre. Pour bien des raisons, ce petit livre ne présente pas les mêmes caractères, le même trait que ses devanciers dans la collection de l'Union française. L'immensité de l'Afrique occidentale française, AOF, ne me permettait pas de faire entrer ce qui me paraît essentiel sous un volume plus modeste. Même ainsi alourdi, le nombre et la diversité des sujets qu'il m'était demandé d'aborder, entre parenthèses, sinon de traiter, m'ont contraint d'écrire un livre dense, trop condensé peut-être. J'ai dû systématiquement écarter, quoi qu'il puisse en coûter à un géographe, la description pittoresque et littéraire. La description pittoresque et littéraire ont été écartés. Cela eut non seulement aéré l'ensemble, mais créé une atmosphère. Celle-ci est pourtant indispensable à la compréhension des pages qui suivent. On voudra bien l'aller chercher ailleurs. Exemple, je R. de la vignette H, H labourette et M l'iris et quelques autres que je suis obligé de supposer connus au préalable. J'ai dû renoncer aussi à présenter une étude régionale systématique qui me entraînait trop loin. En réalité, il sera équitable de mettre au point un jour un petit manuel général, non plus sur l'ensemble de l'AOF, mais sur chacun des 8 territoires qui la composent. Point à la ligne. S'il y a de milliers de livres et articles éparpillés touchant l'AOF, l'Afrique occidentale française, fort peu la considèrent dans son ensemble. L'effort de synthèse sera à faire. L'on s'y risque donc ici avec le vif sentiment de sa témérité. Certes, les documents et les chercheurs ne manquent pas, mais l'on note combien ils s'ignorent et souvent se contredisent entre eux. L'on s'y risque donc ici avec le vif sentiment de sa témérité. Certes, les documents et les chercheurs ne manquent pas, mais l'on note combien ils s'ignorent et souvent se contredisent entre eux. Tel spécialiste se permet couramment d'ignorer tous les disciples voisins de la sienne. Les disciplines voisines de la sienne, je m'excuse. Tel spécialiste se permet couramment d'ignorer toutes les disciplines voisines de la sienne. Sur presque tous les sujets s'affrontent encore les thèses opposées d'écoles rivales. Enfin,
Si en quelques semaines de tournée rapide en avion et en automobile, l'observateur fait émolu des pays, l'observateur frais émolu des pays tempérés croit pouvoir se faire des opinions simples, claires et péremptoires, le même en quelques années de travail soutenu sur place, perd ses belles assurances et pose surtout des points d'interrogation. Je ne m'en prive pas dans ce modeste manuel. C'est, je crois, l'homme rançon du retard pris par la recherche scientifique tropicale en Afrique. J'ai dû, pour rester fidèle à l'esprit de la collection de l'Union française, renoncer aux discussions, dépouiller tout appareil critique, bannir les cartes à grande échelle précises et détaillées. Je dois beaucoup à mes collègues de l'Institut français d'Afrique noire, qui dans leur laboratoire contigu au mien, étudient une dizaine de disciplines diverses, à l'obligeance des services techniques du gouvernement général, en contact souvent très étroit avec lesquels travaille l'IFAN. À la compétence d'un très grand nombre de savants français et étrangers, d'administrateurs, d'officiers, d'hommes d'affaires, de missionnaires, de notables, de jeunes évolués qui veulent bien fréquenter le laboratoire. En les priant de trouver ici l'expression de ma gratitude, il me reste 2 vœux à formuler. 2 points. Le premier vœu, ne pas trop les décevoir. Le second vœu, me croira-t-on en un temps où il paraît presque normal que des préoccupations partisanes inspirent les informations et les jugements, n'ayant cherché ici en pleine sérénité qu'à constituer un dossier aussi cohérent et prudent que possible, être de quelque utilité à un public cultivé, avide simplement de connaître, notamment à des collègues de l'enseignement et aux étudiants auxquels, je l'avoue, en pédagogue impétent, j'ai particulièrement pensé. JRM. Et nous disons merci à ces JRM. Ici, nous avons l'introduction. Nous avons donc lire rapidement l'introduction. Afin de comprendre, il m'était utile de lire ces 3 points, c'est-à-dire préface, avant-propos
Et nous passons à l'introduction. Afin d'aider les étudiants à pouvoir avancer en recherche pratique et théorique. Signé Ndomo Molingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Un volontariat bénévole, car c'est Dieu qui pourvoit à tout. Introduction du livre Afrique occidentale française. Mais tout ce qu'on a semble venir de l'Union française. Écoutons donc l'introduction par notre rédacteur J. Richard Moulard. Donc, c'est ça qui est le J.R-M que nous avons eu tout à l'heure dans la lecture de l'avant-propos. C'est J. Richard-Moulard. Maintenant, qui est-ce qui fait l'introduction? Afrique occidentale, tout court. Il n'y a pas de nom. Oui, on va écouter. Pour bien des raisons, ce petit livre ne présente pas les mêmes caractères. On nous a dit cela dans l'avant-propos. Maintenant, voyons l'introduction. L'on n'évoque jamais une terre située entre les tropiques sans songer premièrement au climat. C'est en effet fondamental. Du climat découlent des différences dont quelques-unes sont irréductibles entre les pays tempérés et les pays intertropicaux. L'Afrique occidentale française est partagée par le climat saharien au nord, sans saison de pluie, le climat équatorial au sud à 2 saisons de pluie, le climat tropical entre les deux qui tient du premier en hiver et du second en été. Point. C'est dire d'emblée que l'on a affaire à un pays difficile, dur pour le blanc et peut-être autant pour le noir. Cela suffirait à justifier bien des retards, bien des servitudes, comme des vices congénitaux à la ligne. Mais pour l'Afrique occidentale française, EOF, il faut aussi dès d'abord attirer l'attention sur cet autre trait. 2 points. L'immensité. Il défie la perspective habituelle de l'Européen occidental. Chez lui, celui-ci compte des kilomètres par centaines. Nous comptons par milliers ici. L'on peut faire plus de 3500 km à vol d'oiseau de Dakar jusqu'au-delà de Bilma, sans rencontrer de frontières. Très important. Je relis. L'on peut faire plus de 3500 km à vol d'oiseau
de Dakar jusqu'au-delà de Bilma, sans rencontrer de frontières. Deux points. La distance de Paris à l'Oural. Point. Entre Tabou, 4e degré 21 de latitude nord, en bas Côte d'Ivoire, et la latitude imprécise des territoires du Tchad algérien sous le même méridien, entre parenthèses 27 degrés, environ 27 degrés de latitude nord. La distance est de 2550 km, plus de 4 fois la distance de Paris à Marseille. Point. La Fédération de l'Afrique occidentale française est le territoire de beaucoup le plus étendu de l'Union africaine, française, le plus étendu de l'Union française, avec ses 4 701 500 km², elle couvre une superficie presque égale à celle de la moitié de l'Europe, ou encore à celle de l'Algérie, de ses territoires du Sud et toute l'AEF. La France y tiendrait 8 fois et demi. À elle seule, l'Afrique occidentale française occupe près du 6e du continent africain. Ouais. Cette immensité se dilate encore démesurément si l'on songe que 16 millions d'habitants seulement y vivent. C'est moins que la population de la Belgique et des Pays-Bas réunis. Or, ces deux pays sont 80 fois plus petits. En Afrique occidentale française, comme dans tant d'autres pays de l'Afrique intertropicale, l'effort humain générateur de civilisation et de progrès se heurte à cet énorme obstacle. Deux points. L'étirement. Point virgule. Il se dilue dans l'étendue. La civilisation, dit-on, est fille de la circulation, c'est-à-dire des échanges, ceux qui sont d'autant plus difficiles et coûteux que les distances sont grandes et les hommes rares. En 1948, la tonne de ciment paye 4 000 francs à Dakar. À Dakar. En 1948, la tonne de ciment se paye 4 000 francs à Dakar. 17 000 francs
à Niamey. Demain, comme aujourd'hui et hier, l'Afrique intertropicale payera un lourd tribut à sa démesure. Un autre contraste éclate entre l'Europe et l'Afrique occidentale française. Point. Là, le continent fait corps avec la mer. La voie maritime s'avance du sud, de l'ouest, du nord, dans l'intimité des terres. Elle s'y prolonge par des fleuves navigables. Sans cela, l'Occident méditerranéen et l'Atlantique seraient intelligibles. Les peuples de la mer, entre guillemets, font les civilisations. L'Afrique de l'Ouest n'en possède aucun. Elle subit une anémiante continentale et l'AOF l'a subit particulièrement pour 3 raisons, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française. D'abord, la carte montre la rareté des caps, des golfes, des îles. La mer bute sur une ligne franche, sans transition. La barre entre guillemets en souligne la netteté. En fait, une barrière si quelques cours d'eau tentent d'ouvrir un débouché. Les seuils rocheux le verrouillent. Souvent, dès les abords de l'embouchure, Rio Nunes, Concouré, en Guinée, Sassandra, Bandama, Coméo en Côte d'Ivoire, Ouémé-O Dahomey, ou bien la porte des illusoires n'ouvre sur rien, parce que le fleuve qui a creusé l'estuaire a aujourd'hui disparu et les rios d'eau soul des découvreurs portugais optimistes ne sont que des rias d'intérêt purement local. Sine, Salomon, Casamance, Rio Pongo, Mélacorée, fermez la parenthèse. Il y a 4 exceptions: Sénégal, Gambie, Volta, Niger, Bénin. Mais l'Afrique occidentale française n'en détient qu'une, la moins favorable. L'arrière-pays du Sénégal navigable est un demi-désert et l'embouchure est ensablée. L'Afrique occidentale tourne le dos à la mer, mais il semble bien que ça n'a pas toujours été aussi dommageable qu'aujourd'hui. Contrairement au Pacifique et à l'océan Indien, l'Atlantique
n'a jamais été une mer de civilisation. C'était un désert. Hey. C'était aussi une barrière. Les planifères anciens ont eu raison qui coupait le monde entre l'Euro-Afrique et les Américains et les Amériques, pardon. Le vrai Finistère, c'est le Cap Vert. Presque tout ce que l'Ouest africain a reçu d'humain avant les temps modernes lui vient d'ailleurs. Enfin, l'AOF, Afrique occidentale française, est particulièrement enfermée dans la continentalité pour des raisons purement historiques et politiques qui proviennent de la façon dont les Français l'ont acquis dessiné. Lorsque, au cours des dernières décades du 19e siècle, les Européens se ruèrent au partage de l'intérieur de l'Afrique, les Français se présentaient chargés d'une tradition solidement ancrée. Depuis Richelieu, il avait pour base le Sénégal, Saint-Louis, Gorée, Rufisque. Le reste n'était qu'accessoire. Entre guillemets, dépendance. Des hommes comme Boué Viomès, Protect, Pinette Lapade voyaient fort bien pourtant en Afrique autre chose et mieux que le Sénégal, les côtes guinéennes, entre guillemets. Mais Faidherbe misait contre eux sur le Sénégal. Il fonda sa gloire sur une erreur de base qui allait hypothéquer l'avenir de l'AOF. Entendez, Afrique occidentale française. Alors, nous voyons que nous rejoignons Saint-Louis au Sénégal. Saint-Louis du Sénégal demeurait capitale. Le reste, dépendance, entre guillemets. La Troisième République en hérita en effet quelques mythes, ouvrez les guillemets, l'arrière-pays du Sénégal, fermez les guillemets. La pénétration vers l'intérieur, la grande voie du Niger, entre guillemets, le Tchad, plaque tournante du continent noir, fermez les guillemets, les millions de kilomètres carrés, point virgule, pour finir en 1900 par les glorieux rallyes, par
pour finir en 1900 par le glorieux rallye qui fit converger sur le Tchad la colonne sénégalaise du Djoualan et Méyinière, la colonne congolaise de Gentil, la colonne algérienne de Fouro et l'ami. Le bloc africain français, entre guillemets, était, disait-on, soudé. On passait au transaérien, toujours en plein mythe. Les Anglais, gens d'esprit pratique cependant, pénétraient à partir des bases navales le long des 3 meilleures voies fluviales. Gambie, Volta, Niger-Bénin. Donc, on a le long des 3 meilleures voies fluviales. Gambie, Volta, Niger-Bénin. Entre parenthèses, encore la Sierra Leone offre-t-elle le débouché naturel du Fouta Djallon et le meilleur port naturel, Freetown, après Dakar, confiant leur impérialisme non aux militaires mais aux économistes. Aussi, les 4 territoires formant la British West Africa, 4 fois plus petit que l'AOF, ont-ils 10 millions d'habitants de plus qu'elle, entre parenthèses, Gambie, 21 au km², Sierra Leone, 25, Gold Coast, 18, Nigeria, 21, contre 3,4 pour l'AOF entière, l'Afrique occidentale française. Et par exemple, le commerce extérieur de la seule Gold Coast dépasse-t-il en valeur celui de toute l'AOF? Ajoutons la Grande Guinée portugaise et le Libéria. La littérature française présente ces 6 territoires comme des enclaves, non sans suggérer leur insignifiance en regard de l'AOF, Afrique occidentale française. Vue simpliste, 2 points. Non seulement ils occupent la zone côtière qui est de loin la plus douée économiquement dans la masse ouest africaine, l'AOF n'en détient que des bribes. Encore, celles-ci font-elles la quasi-totalité de ses exportations, entre parenthèses notamment arachide au Sénégal, bananes en Guinée et Côte d'Ivoire, café, cacao, bois, et en Côte d'Ivoire, produit du palmier à huile
au Dahomey. Mais aussi, elle accentue les effets d'une redoutable congestion due à la continentalité dans les immensités du Soudan, de Haute-Guinée, de Haute-Volta et du Niger. La plus courte pente jusqu'à la mer pour la Haute-Guinée, une partie du Soudan pour les Mossi de Haute-Volta, pour l'immense Niger oriental passe en territoire étranger. On dit que pour l'immense Niger oriental passe en territoire étranger. À la ligne, tourner vers l'intérieur, l'Afrique occidentale française se heurte au plus grand et rigoureux désert du monde. Sans doute ne faut-il pas en exagérer le rôle de barrière? Non, ce n'est pas une question. Sans doute ne faut-il pas en exagérer le rôle de barrière? Aux époques préhistoriques humides, l'abondance des gravures rupestres et de l'outillage lithique qui subsiste prouve assez que certaines régions, au moins de l'actuel désert, étaient peuplées. Ceci confirme mes déclarations dans ma thèse. Toutefois, même alors, les échanges avec l'actuelle Afrique noire devaient être rares. Les techniques lithiques de la préhistoire saharienne ne se rencontrent guère, entre parenthèses, ou très exceptionnellement, dans les zones tropicales. Aujourd'hui, des constats existent entre Aujourd'hui, les contacts existent entre le sud marocain et la Mauritanie, le Soudan, par exemple, autour des salines d'Idjil, de Taoudéni, comme pivot entre le Soudan et le sud algérien par Ahagar, entre l'est nigérien, le Tchad et les Sirtes par le Kaouar. Mais entre civilisations sédentaires du Soudan et de la Méditerranée, les grands nomades ne peuvent établir qu'un pont trop fragile du fait qu'eux-mêmes sont comme en marge de l'écoumène, des esclavés. Je vais vérifier ça. Du fait qu'eux-mêmes, comme en marge de l'écoumène, des esclavés, que le transport au grand désert, entre guillemets, n'est jamais assez léger, jamais assez dépouillé de techniques. Quelques idées filtrent ainsi touchant le droit, la religion, le langage, les ethniques, mais
dépouillé de choses du support matériel, sujette donc aux plus profondes altérations qui en font le plus souvent des enrichissements trop formels. Reste la voie de l'Est, la principale pour l'homme, comme semble-t-il pour les plantes et les animaux. Mais ici intervient l'extrême monotonie du pays. D'est en ouest, l'on peut cheminer pendant des milliers de kilomètres sans changer de paysage, puisque en Afrique occidentale, la principale division régionale est fonction de la latitude. Or, les échanges ne se conçoivent qu'en régions d'aptitudes différentes, complémentaires. Point. Par la route traditionnelle de l'Est n'aboutissent donc dans l'Ouest africain que des apports rarement nouveaux et anémiés venus des pays du Nil, d'Éthiopie, du monde indien. Dans un continent que l'on a pu qualifier tout entier de marginal, entre guillemets, mon hôte, Théodore, je crois, mon hôte, c'est lui qui écrit comme ça. L'Afrique occidentale et l'Afrique occidentale française en particulier apparaissent comme d'énormes pesants d'organismes très excentriques dont les systèmes nerveux et circulatoires, sans être absents, sont atrophiés, toujours insuffisants, même à ce jour. On croit que l'examen des principales conditions naturelles fera ressortir cette faiblesse comme le plus grave obstacle auquel s'y heurte l'homme, le blanc comme le noir. Fin de l'introduction. À lire, à comprendre, à chercher à comprendre et à nous organiser pour comprendre l'Afrique occidentale française et l'Afrique occidentale tout court. Merci à vous, J. Richard Moulard et les autres. Merci aux géographes qui nous ouvrent la porte de la géographie. Comme j'ai dit, mes études concernent l'anthropologie de l'étude sociale, c'est-à-dire la société, l'économie, le linguistique, donc les langues. Pour la communication, on ne peut pas commercer sans parler. Donc, les langues sont très importantes à connaître. Et enfin, la plus importante, c'est la géographie. C'est-à-dire que lorsque j'ai retrouvé les cartes géographiques dans plusieurs livres,
de notre géographie africaine que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Nous nous bornons sur les limites secondaires qui sont venues avec la colonisation. Il va falloir connaître l'Afrique occidentale. L'Afrique occidentale française. L'Afrique subsaharienne en général. Merci à vous. Vous voyez que j'aborde les deux. J'aborde l'aspect spirituel et j'aborde l'aspect naturel, ou si vous voulez, l'aspect humain, c'est-à-dire la société. Et vous avez toujours en présence la lumière divine. Merci Seigneur. C'est une étude des richesses de son peuple, le patrimoine culturel, linguistique, économique, de son peuple. C'est une richesse très abondante. Avec moi, vous découvrez là, aujourd'hui, la vraie dimension de l'Afrique. Oui. L'Afrique, la carte géographique, quand je présentais aux experts du monde en 2002 à Kunming, lors de la conférence de l'amiral Cheng He, qui faisait les va-et-vient entre la Chine ou l'Asie et l'Afrique. J'ai dit que l'Afrique est plus grande et plus vaste que ce qu'on nous montre sur les cartes géographiques. Et pour trouver ça, il faut percer sur l'ancienne route de commerce qu'il nous dit légèrement là. Il n'a pas développé comme moi j'ai développé. Les deux routes se rejoignent à Tombouctou. La route de la soie venant de la Chine, la route des épices venant du Cameroun, au pied du mont du Charles-Dieu. Les deux bouts doivent se rejoindre. Sans eau, on ne traverse pas les rivières, on ne traverse pas de fleuves. On marche à pied. Entre la Chine et le Cameroun, c'est-à-dire le pied du mont du Charles-Dieu, où on vous dit là que le fleuve vient taper. Nous disons merci au Seigneur. C'est le même mont où Enoch, le premier écrivain du monde, a été élevé au ciel. C'est une histoire tant spirituelle que sociale, puisque les vivants l'ont vu là-bas, et puis il a disparu au ciel. Donc, nous devons chercher à connaître notre histoire, au lieu de passer le temps à jouer sur les réseaux sociaux. J'insiste, le Seigneur dit qu'il fera un grand boom, un grand bug pour combattre IA. Intelligence artificielle vont se frotter avec l'intelligence humaine. C'est un choc divin. Parce que lui, il a créé les choses chacune à sa place. Vous voulez traverser comme il a fermé les portes d'Afrique, vous avez créé l'intelligence artificielle
avec les drones pour traverser les avions. Maintenant, vous êtes face à Dieu. Lui, il ne nous punit pas sans nous annoncer. Il y aura un grand bug, comme il avait annoncé en 1999. Et le grand bug a eu lieu. Celui-là a été petit, dit-il. Et vous-même, vous voyez ce qui se passe dans les airs. Pourquoi ne pas prendre conscience et écouter le Seigneur et reconnaître nos limites? Nous ne pouvons rien faire sans le pouvoir divin. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour tes enseignements et ta sagesse tant divine que traditionnelle, africaine. À bientôt.